Bonjour, bienvenue sur Booste ta résilience, le podcast qui donne du peps à ta vie, du fun à tes difficultés, qui libère ta parole, répare tes blessures et transforme tes journées. Je m'appelle Sabine Girard, j'ai 51 ans, je suis coach et j'accompagne les traumatismes de vie, le cancer et les violences sexuelles. En 2016, le cancer du sein a été le premier pas vers ma nouvelle vie. Dans mes podcasts, j'interviewe des personnes qui ont traversé des épreuves et qui ont envie de partager leur histoire. Je te donne des astuces pour une vie plus pétillante et authentique. Je te transmets mes recherches et mon expérience pour rebondir face aux épreuves, transformer ton quotidien et devenir une personne épanouie et vivante. Bonjour, je voulais te dire que je suis très contente de te donner la parole aujourd'hui parce que pour moi, tu es une femme inspirée et inspirante et puis tu es une vraie résiliente et ça me parle beaucoup. Alors j'avais justement envie de t'écouter. Tu es la fondatrice de l'association Boop Project que j'ai connue grâce aux réseaux sociaux. Tu fais beaucoup de publications sur Instagram, sur Facebook, des publications que je trouve vraiment très originales, très intéressantes à destination d'un public de femmes qui ont le cancer du sein, mais aussi d'un public plus large et en tout cas qui ont le mérite d'être très clairs justement sur cette maladie. Alors Boop Project, c'est, alors là je cite, un site glamour et militant pour toutes les femmes qui refusent que leur cancer soit triste et glauque et parce qu'un bon moral, ça aide à guérir. Alors Edith, une fois que j'ai dit ça, qui es-tu aujourd'hui ? Bon, je suis une femme normale en fait. Donc, j'ai 48 ans, canadienne. J'habite en région parisienne dans le 9-3. D'accord. Je travaille dans la mode depuis 25 ans au moins, plus parce que je travaillais déjà dans la mode avant d'arriver en France. Quand je suis arrivée en France, j'ai continué de travailler, mais plutôt dans le luxe. Faut savoir que moi, je suis vraiment une passionnée de la mode, j'adore les belles choses et tout. Mais ma vie a complètement basculé en 2018, donc quand j'ai eu un cancer du sein. Et c'est vrai que le fait d'avoir vécu des choses difficiles et tout, et en fait, ça me fait remettre en question. J'ai eu une remise en question de cette maladie, et donc du coup, la mode, j'ai trouvé ça très futile, et je me suis donné comme objectif déjà de faire une reconversion professionnelle, de relooker la communication autour du cancer, voilà, parce que j'ai trouvé beaucoup de choses que j'ai vues plutôt enfoncé que remonté. Il y a quand même des gens qui font des choses bien comme Lillison, mais voilà, moi j'ai envie d'amener mon petit grain de sel. Mais en fait, ce qui m'a plutôt assez, c'est vraiment tous les documents qu'on te donne au moment de l'annonce, les documents qui sont faits dans les hôpitaux, qui sont très informatifs. Mais voilà, moi ça m'a angoissée de les voir et j'arrivais pas à les lire parce que c'était pas attractif. Et je me dis que beaucoup de femmes jeunes, des femmes qui sont pas forcément jeunes mais qui aiment aussi les belles choses comme moi. J'avais envie de partager des belles choses avec ces femmes pour remonter le moral, pour égayer le quotidien, voilà, des patients. D'accord. En tout cas, je peux te dire que c'est réussi. Je fais partie de ces femmes qui regardent tes publications et effectivement, c'est vraiment une nouvelle communication sur le cancer du sein, le cancer en général aussi. C'est très riche et en plus, c'est très beau à regarder. On en reparlera tout au long de cet échange. Si tu veux bien, je vais revenir un petit peu plus vers tes racines pour le moment. Donc, tu nous as dit que tu étais québécoise. Est-ce que tu es d'accord pour nous parler un petit peu de ton enfance ? Je suis née dans une petite ville qui s'appelle Verdun, donc en banlieue de Montréal. C'est une banlieue plutôt pauvre, mais là depuis quelques années ça se boboise parce que comme tous les centres-villes, les grandes villes donc deviennent chères, donc du coup les bobos s'installent en région de Montréal ou comme en région parisienne. Que j'ai vécu avec ma mère, donc ma mère qui mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans et ma mère c'était une femme pas vraiment travaillée de sa vie,
elle élevait ses enfants, et puis c'est une femme très courageuse, que j'ai beaucoup d'admiration pour elle, parce que quand même, quand mes parents se sont quittés, elle avait rien en fait. Donc elle a commencé à faire des petits boulots et tout, et elle nous a élevés, mon frère et moi, avec beaucoup d'amour. Donc en fait, c'est une femme qui n'a pas été longtemps à l'école. Elle a arrêté l'école à 12 ans. Mais c'est une femme pleine d'énergie et qui a su transmettre des bonnes valeurs. D'accord. Je me permets justement de faire un petit passage sur ta mère, parce que dans une de tes publications, tu parles de ta mère en la désignant comme une punkette de 75 ans aux cheveux roses. Grave. Voilà, elle a l'air déjà très vivante, très originale, très inspirante elle aussi. Et tu me dis qu'elle a traversé 3 cancers du sein et qu'en fait, lorsqu'elle a appris pour toi ce qui t'arrivait, elle t'a dit oh tu sais Edith, ils en font tout un truc de la chimio, mais finalement c'est pas si difficile que ça. Ça dénote quand même un sacré tempérament. C'est clair. Et aussi une adepte de la pensée positive. Donc, alors je lui ai demandé par la suite, mais pourquoi t'as dit ça? Parce que vraiment c'est dur, quoi. Parce que moi, enfin, j'ai halluciné quand elle a dit un truc pareil. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. T'as oublié et à quel point c'est difficile. Mais je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est que les traitements ont beaucoup évolué. Parce que elle a eu son premier cancer à 40, à peu près au même âge que moi, je crois 46 ans ou 49 ans, je sais plus. À l'époque, c'était, les produits, ils étaient hyper agressifs, encore plus que maintenant. Bon, il n'y avait pas d'antivomitifs dans la chimio. Oui, il n'y avait pas le même confort de vie. Elle allait en bus à ses traitements, elle revenait en bus aussi. C'est vrai que c'est dur, quoi. C'était une femme seule. On était jeunes. Ouais, pas si jeune que ça, mais bon, plutôt. Non, c'est vrai que moi, j'étais pas. En fait, quand elle est tombée malade, c'est le moment où j'ai immigré en France. Donc, en fait, elle a déclaré son cancer. Moi, j'avais déjà mes billets d'avion pour partir. Et c'était un moment où elle venait d'acheter une maison avec son copain. Et, sa vie, elle changeait complètement du tout au tout. Et donc, en fait, je suis partie en sachant que ma mère avait un cancer du sein. C'était pas facile quand même. J'imagine, oui. Alors donc du coup, on arrive à ton arrivée en France. J'ai lu que tu étais arrivée en France à peu près il y a 25 ans. C'est bien ce que tu disais dans ta publication. Ouais. Alors à partir de ton arrivée en France, quelles ont été les grandes étapes de ton parcours jusqu'à maintenant? Quand je suis arrivée, donc j'étais inscrite à l'école des arts appliqués du Perret. Donc, je venais de terminer une école de mode. J'ai travaillé 1 an ou 2 au Canada avant de partir, parce que comme je suis issue d'une extrêmement modeste, voire plutôt pauvre, donc j'ai dû financer donc mon billet d'avion, et j'ai mis de côté quelques économies pour venir ici. Voilà, donc je m'étais inscrite à l'école du Perret, et très rapidement, donc moi c'était des cours de dessin, cours du soir, et très rapidement j'ai rencontré le père de mes enfants. Je crois que c'était genre 1 mois après être arrivé. Il était dans les mêmes cours que moi à du Perret, donc moi j'ai remarqué son trait crayon qui était super décalé, tout ça, vraiment il dessinait super bien. C'était plein d'humour, et moi j'ai toujours adoré l'humour. J'ai toujours été séduite par ça. Du coup, on est devenus amis tout de suite et amoureux plus tard. Et tous les deux, on avait qu'une seule passion, c'était la mode. Et voilà. Et après, petit à petit, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la mode. En premier, je travaillais dans le prêt-à-porter plutôt bas de gamme. Après, moyen de gamme. Et ensuite, le haut de gamme, parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Voilà. Tu veux en savoir un petit peu plus? Oui, tu peux effectivement. Alors j'ai lu que tu avais travaillé chez Dior dernièrement, jusqu'à il y a peu chez Chanel, c'est bien ça? Voilà, chez Dior, j'ai travaillé là-bas. Avant, j'ai eu une marque avec mon conjoint, avec le père de mes enfants, et une marque de prêt-à-porter qui a eu un succès assez éphémère. Disons qu'on a travaillé ensemble 3 ans. Après, on s'est séparés, donc du coup, la marque s'est arrêtée. On avait eu pas mal de publicité autour de cette marque. Donc, on faisait des vêtements en récup, on transformait les vêtements, et puis on avait aussi une ligne de vêtements pour enfants et de petites poupées en coton bio. Donc quand on s'est séparés, c'est là où j'ai commencé à travailler chez Dior. Donc en tant que dessinatrice, j'ai vraiment adoré travailler chez Dior. J'adore Dior d'ailleurs.
Mais en fait, si j'ai aimé travailler là-bas, c'est surtout parce que j'ai rencontré mes meilleurs amis, toujours en relation avec certains d'entre eux d'ailleurs. Et ce sont des amis qui m'ont suivi tout au long de mon parcours. Et donc, j'ai travaillé 3 ans chez Dior. Après, je suis partie. Et puis, plusieurs années. Donc, après, j'ai refait à nouveau une nouvelle marque. Donc, c'est une marque de petites culottes, des petites culottes à message. Enfin, il y a 7 ans. Donc, j'ai commencé à travailler chez Chanel. Donc, toujours en tant que dessinatrice. En fait, depuis la semaine dernière, j'ai arrêté de travailler chez Chanel pour entamer ma reconversion professionnelle. D'accord. Donc un nouveau cap dans ta vie dont on va parler un petit peu plus tard. Alors en 2018, une épreuve t'attend dans ta vie, puisque tu apprends à ce moment-là que le cancer malheureusement a fait son apparition dans ton existence. Est-ce que tu es d'accord pour nous parler de cette épreuve, de comment ça s'est passé quand tu as appris que ça t'arrivait, de ce qui t'a traversé, et puis ensuite de tout ce parcours, on dit souvent de parcours de combattant. D'ailleurs, dans certaines de tes publications, tu parles de tes sœurs de combat. Donc, est-ce que tu as envie de nous parler de ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ça faisait comme ma mère a eu 3 cancers du sein, donc je faisais une mammographie par année. C'était toujours à la rentrée en septembre, donc ça n'a pas loupé cette fois-ci. Donc le 26 septembre, donc le jour de mon anniversaire, j'avais programmé une mammographie. Les résultats étaient pas bons. Donc j'ai tout de suite vu que le radiologue il faisait plus de clichés que d'habitude. Et je devais faire uniquement une mammographie et je le voyais, il s'excitait un petit peu et puis je le voyais qu'il avait pas l'air bien. Et puis après, il m'a demandé de faire une échographie en plus. Donc à la fin, j'ai tout de suite senti que ça n'allait pas. Après, donc du coup, lui il voulait m'envoyer à l'hôpital de secteur et qui est l'hôpital de Bondy, qui est apparemment un bon hôpital, mais moi j'avais envie d'être suivie dans le meilleur hôpital. Donc du coup, j'ai une amie qui connaissait quelqu'un qui travaillait à l'admission de l'Institut Gustave Roussy. J'ai eu de la chance d'être suivie là-bas parce que le personnel est fantastique. C'est nos logis, ils sont géniaux. Oui, donc en fait, quand je suis revenue à la maison, donc avec mes mammographies, avec tous mes clichés sous le bras, il y avait mon copain et sa fille qui étaient dans le jardin et puis il faisait beau, ils étaient en train de prendre l'apéro et puis moi j'arrivais avec mes mauvaises nouvelles. Donc regardez, je dis c'est pas bon. Et en fait là tu comprends que chaque fois que j'en parle en fait j'ai beaucoup d'émotions qui montent. Et en fait c'est comme ça donne le sentiment que la vie s'arrête en fait pour moi, mais que les autres continuent en fait. Pour les autres c'est la vie est normale et tout. Et pour moi, ce moment-là précis s'arrête et je sombre dans quelque chose dans une espèce d'univers gris. Je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Après, s'ensuit tous les rendez-vous. Très rapidement, j'ai été opérée. 3 semaines après avoir su, 3 semaines après ma mammographie. D'accord. Donc j'ai eu une mastectomie et une reconstruction immédiate. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, que c'était déjà fait. Et quand on parle de reconstruction immédiate, moi je m'attendais à un truc pas mal quoi. Et en fait, c'est moche. C'est quelque chose de provisoire en fait. Quand on parle de reconstruction immédiate, c'est vrai que on te glisse une prothèse sous la peau, sachant que c'est quelque chose de provisoire parce que il y a les traitements après, il y a la radiothérapie qui abîme la prothèse, qui rigidifie la prothèse. Donc du coup après il faut être réopéré et on sait d'emblée qu'il faut changer la prothèse. Donc voilà. Je m'attendais pas à ça dès le début. Et d'ailleurs dans cette période, quand il s'agit de reconstruction, tu utilises une expression que j'ai trouvée vraiment qui m'a beaucoup interpellée et qui avait un rapport avec ton métier à ce moment-là. Tu disais je voulais avoir des seins haute couture. Je veux toujours avoir des seins haute couture, c'est mon objectif. J'arrête pas de le répéter à mon chirurgien. D'accord. Comme je travaille dans la mode, j'exige le meilleur. Mon chirurgien est très très bien aussi parce que j'ai vu des photos de certaines de ses réalisations et franchement c'est bluffant. Quand j'ai été opérée, il y a une femme qui est venue
dans ma chambre d'hôpital. Donc c'est une femme qui avait eu aussi un cancer du sein, elle avait eu une reconstruction 10 ans auparavant, et elle passait dans les chambres comme ça pour parler un petit peu avec les patientes qui sont nouvellement opérées, transmettre son témoignage. Elle m'a montré ses seins et en fait c'était super bien fait. Et elle me disait quelquefois quand elle allait chez le médecin, on lui demandait lequel était le vrai du faux. Ah oui, c'est impressionnant. Donc moi c'est pour ça que je veux des seins haute couture. Ce qui veut dire aujourd'hui, le résultat, ton objectif des seins haute couture n'est encore pas atteint ou... Ah non, parce que je suis encore en pleine reconstruction. Bon, après ma première reconstruction immédiate, donc j'ai eu 6 mois de chimiothérapie, ensuite donc 5 semaines de radiothérapie. Et donc là, ma prothèse a été vraiment beaucoup abîmée. Et puis, comme moi, j'aime beaucoup nager et je fais pas semblant quand je vais nager, je vais vraiment à fond la caisse. Et du coup, alors je sais que mon chirurgien me dit que c'est peut-être lié à ça, mais j'ai eu un lymphoedème au niveau du sein opéré et mon sein a doublé de volume. Et donc du coup, je pouvais plus rentrer dans mes vêtements. Enfin, j'avais fait fermer mon manteau et tout. C'était horrible. J'avais l'impression qu'un matin, j'allais me réveiller, j'allais en ayant étouffé mon partenaire avec mon sein. Assommer quelqu'un presque avec, tellement c'était dur. En fait, j'ai eu une reconstruction donc avec le lambeau du gracilis. Donc c'est un muscle de la cuisse qui est prélevé. Donc mon chirurgien, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en fait c'est un peu comme si on tranchait une part de gâteau. Donc il prend un bout de muscle avec la graisse et la peau, les veines et tout ça. Les nerfs. Oui, voilà, enfin tout ce qui est à reconnecter. Oui. Et donc du coup, non, c'est les veines qui sont irriguées de sang en fait. Et donc du coup, il retire la peau. Et tout ce bloc là, un peu comme la part de gâteau, et ben il glisse sous la peau que j'avais gardé. Hein. Après, il reconnecte donc tous les vaisseaux, tout comme ça. Et en fait, ils font quelques points de couture pour à l'intérieur pour maintenir la greffe. Et voilà. Et en fait, c'est marrant parce que quand un chirurgien me raconte comment il fait, j'ai l'impression de comprendre parce que je fais de la couture. Donc en fait, il me dit bon je vais couper là, là je vais mettre ça comme ça. Après je vais prendre quelques points à tel endroit. L'autre côté, bon après j'ai eu une symétrie des seins, donc ils appellent ça l'harmonisation de la poitrine. Donc de l'autre côté, donc du coup on m'a remonté le sein de 6 cm quand même pour que ce soit rééquilibré parce que bon j'ai quand même allaité mes enfants pendant 1 an chacun, donc du coup j'avais c'était un peu format grande toilette. Donc tu peux dire ah ouais c'est super, maintenant t'as une belle poitrine de jeune fille. Eh ben non, en fait il y a plein de cicatrices partout. Donc en fait sur le sein qui était sain, donc j'ai 3 cicatrices. Donc j'en ai une en T inversée, donc qui va de sous le mamelon jusqu'à en dessous. Et puis il y a une cicatrice qui suit le pli, donc sous le sein, et une autre qui est autour du mamelon qui a été remontée. Donc voilà, et donc comme ce que je disais, c'est que quand mon chirurgien me racontait ce qu'il allait me faire, donc quand il allait me remonter le sein, il allait reprendre recoudre à tel niveau et tout ça, mais j'ai vraiment le sentiment de comprendre bien ce qu'il fait. Sauf que bon, moi j'ai pas fait médecine, mais bon. D'accord. Dans ce type d'épreuve, on sait qu'on se transforme, qu'on évolue. J'imagine qu'il y a Edith avant le cancer et Edith après le cancer. Tu dirais aujourd'hui, Edith, quelles sont tes valeurs fortes aujourd'hui par rapport à cette épreuve que tu as traversée? Les valeurs fortes, ça a toujours été amour, gloire et beauté et volupté. Mais ça a quand même beaucoup évolué. L'amour est resté. La gloire, je m'en fous un peu maintenant. Et la beauté, je trouve ça important d'être belle. Et voilà, c'est pour l'estime de moi. Hein. La volupté, c'est important, mais la volupté, c'est pas évident non plus quand on est en transition. Donc ça, c'est quelque chose à réapprendre. Et il y a une valeur qui est super importante pour moi, c'est le respect. Toi, le respect des autres. C'est une valeur importante qui va toujours rester, ça. D'accord. Alors pour toi, qu'est-ce qui est non négociable dans la vie? Ce qui est non négociable dans la vie, je pense que c'est ma nationalité canadienne. Je sais pas, je pense que
tout peut évoluer dans la vie. Rien n'est figé dans le béton. Après, je sais que si, parce que j'ai un fils qui adore la politique. Et en fait, je sais qu'un jour il se présentera aux élections. Et en fait, moi, mon seul problème là, en ce moment, c'est que je ne peux pas voter en tant que Canadienne. Et autant je me sens hyper en accord avec que je sois canadienne et que j'habite en France. Enfin, ici, c'est vraiment mon pays de cœur que j'ai choisi. Hein. Ma famille est ici maintenant. Enfin, même bien que j'ai quand même, enfin, le reste de ma famille au Canada, ma mère et mon beau-père et tout, et mon frère. Voilà, ma nationalité canadienne. Je vais peut-être y renoncer si mon fils se présente aux élections un jour. En fait, je lui ai promis, je me dis, oh, bon, le jour où tu te présentes aux élections, tu me le dis 2-3 ans avant, comme ça je vais peut-être demander ma nationalité française, voilà. Bon, à suivre alors. On va revenir, si tu veux, sur le cancer du sein et surtout sur ce sur quoi ça a débouché, c'est-à-dire la naissance de Boop Project. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né Boop Project et aussi comment tu as choisi ce nom? Boop Project, c'est je me suis inspirée de Betty Boop. Donc c'est une icône de l'amour, c'est un personnage de cartoon d'une femme forte, plutôt sexy et puis elle se laisse pas faire. Et donc j'aimais bien son univers, le côté très pin-up. Alors d'où m'est venue l'idée de créer Boop Project, c'est que bon, quand ma mère m'a dit cette phrase, tu vas voir, la chimio, c'est pas si difficile que ça, je me suis dit qu'on oublie vite, donc il faut vite me prendre en photo, faire des films pour me souvenir de moi à cette période-là, moi que je considérais que j'étais au plus moche de ma vie, parce que c'est une période très difficile, hein, faut pas se le cacher, hein, même si on fait des jolies photos, des jolis visuels, mais en fait pareil quoi. Enfin, à un moment, je pense que quand on revient de chimio, on a toute une sale gueule quoi. Enfin, c'est comme ça. Hein. Et en fait, à la fin de mes traitements de chimio, donc quand j'étais sous Taxol, donc je recommençais à avoir de l'énergie, j'ai recommencé à travailler très vite. Hein. Parce que je suis indépendante, donc du coup j'avais pas le choix. Donc en fait, j'ai demandé à ma belle-fille qui travaille dans le milieu du cinéma. Donc elle est toute jeune, donc elle avait 22 ans à l'époque. Donc je lui ai demandé si elle voulait bien me filmer. Ouais, que je puisse me souvenir. Donc elle a fait quelques petits films comme ça avant qu'on réalise les vrais films, donc les vraies fictions. J'ai dit tiens, c'est pas mal. Enfin, il y a peut-être quelque chose à faire. Au début, je me suis dit bon, ça va me faire des beaux souvenirs. Et après, quand on a fait le vrai film, donc le premier c'était le Festival de Cannes, donc c'est celui en chimiothérapie. Donc c'était mon avant-dernier traitement. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film et à mettre en scène, bien que j'étais vraiment fatiguée. Donc, quand on voit les images, je suis réellement en traitement. Quand je traîne ma perf en défilant dans les couloirs de l'hôpital, j'ai vraiment la chimio qui coule dans mes veines. Hein. Entre les prises, j'étais crevée et tout, mais dès que elle me disait allez, on tourne, voilà, j'étais toute pimpante. Et la fin de ce film, je sais pas si vous l'avez tous vu, mais en fait, quand je sors de l'hôpital, pour moi, c'est un petit peu comme quand on revient de soirée après une cuite, on est vraiment crevé, complètement alcoolisé et tout, et du coup, je m'effondre dans le taxi, je m'effondre sur la banquette, mais même pas assise, quand je me couche littéralement dessus. Ce jour-là, on avait tourné aussi une autre vidéo, donc au salon de coiffure de l'hôpital, avec les perruques. Et finalement, ça rendait pas comme j'avais envie, parce que j'aimais pas la cool attitude. Les images qui ne rendaient pas bien, parce qu'en fait je m'étais mis dans l'esprit que quand on choisit une perruque, on est triste. Et c'est vrai que moi, quand j'ai acheté ma perruque avant de commencer mes traitements, c'est vrai que j'étais super triste parce que j'allais perdre mes cheveux. Alors quand on a tourné la vidéo la première fois, donc c'était pas bon, et on l'a refait après, donc la semaine suivante dans un salon qui s'appelle Fait pour elle. Et là je m'étais dit il faut absolument que je m'amuse en le faisant. Enfin, là, ça fait 6 mois que je suis chauve et j'ai plus rien à perdre, en fait. Mes cheveux vont repousser et tout. Et donc, du coup, j'avais suffisamment de recul pour m'amuser.
qui n'était pas possible avant de commencer les traitements. J'étais trop dans le drame et tout. Au salon de coiffure, ils m'ont filé une douzaine de perruques. J'ai dit, installez-vous dans la cabine et puis amusez-vous, et c'est ce qu'on a fait. Je confirme, j'ai bien ri aussi en regardant cette vidéo où effectivement tu t'amuses beaucoup, ça se ressent. En même temps que Boop Project, alors moi j'ai en mémoire le prix Estée Lauder que tu reçois en 2019, en tout cas le prix Accessite, c'est ça. Donc est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette photo, la décrire pour ceux et celles qui ne la connaissent pas? Donc sur la photo, alors j'ai une perruque rose, je suis allongée sur la table de radiothérapie, sur l'appareil de radiothérapie, et j'ai un laser vert qui traverse mon corps, en fait, de ma tête, et tout mon corps. En fait, je représente un personnage à mi-chemin entre Guerrière Jedi et La Belle au bois dormant. Donc en fait, un matin, donc je me suis pointée à l'hôpital à 7h30 parce que mes traitements étaient toujours à 7h30 parce que j'allais en radiothérapie juste avant d'aller au travail. Donc j'avais ramené dans mon sac ma petite perruque rose, une culotte rose et puis des chaussures roses. Mon objectif, c'était de tourner quelques images pour en faire un film qui va se faire. Et donc quand je suis sortie de la cabine de déshabillage, donc j'ai dit je vous préviens, vous allez être surprise en me voyant. Et donc les manipulatrices radio, quand elles m'ont vue, elles ont halluciné, elles ont éclaté de rire. C'est vrai que à 7h30, c'est improbable de voir une femme aux cheveux roses avec une culotte rose et tout. Donc du coup, j'ai demandé aux deux manipulatrices si elles voulaient bien, si une d'entre elles voulait bien me prendre en photo et me filmer. Et donc tout de suite Vanessa a dit moi je veux et tout. Et du coup Vanessa, qui est toute jeune, qui a peut-être 25 ans, donc c'était le jour de son anniversaire. En tous les cas, ça a été un beau cadeau d'anniversaire pour elle puisqu'on a gagné le prix après. Donc en fait Vanessa elle a grimpé dessus et puis fait tourner la machine sans ils ont fait comme un tour d'essai en fait, sans qu'il y ait de radiation, pour qu'il y ait les rayons un petit peu partout, parce que moi je trouve ça hallucinant, ça fait vraiment Star Wars en fait, les rayons de radiothérapie partout dans la pièce, c'est futuriste quoi. Voilà, donc elle m'a mitraillé de photos, mais avec mon iPhone quoi, un vieil iPhone 6, et donc c'est pour ça aussi la photo, quand on la regarde bien, elle est assez pixelisée parce qu'il y avait aucune lumière on était au sous-sol. Une belle expérience parce qu'on a fait un texte. Le texte de la photo, c'était parce que le thème c'était Heroes, donc les héros, et donc j'avais fait un parallèle entre qui est le héros dans l'histoire. Est-ce que c'est le soignant qui sauve la vie des patients, ou est-ce que c'est le patient qui se bat pour rester en vie? Donc je pense que c'est ce qu'ils ont aimé. Et puis moi j'étais vraiment fière en fait de présenter la photo. Peut-être. C'est une très belle photo. Pose aussi à la médiathèque de Villejuif, donc 2020, et à l'Institut Gustave Roussy, une exposition qui s'appelle La courbe du phénix. Oui. Donc j'ai créé cette courbe du phénix parce qu'en fait au début mon idée c'est chaque film que j'allais faire devait représenter une émotion, comme pendant le confinement, donc c'était un an, les films prenaient du retard, les financements des films prenaient du retard, et donc du coup j'ai dû trouver une autre solution parce que j'avais trop envie de présenter quelque chose en octobre. Du coup j'ai commencé à dessiner cette courbe pour les besoins d'un film dans un premier temps, et après je me suis dit ça donne vraiment une perspective. Donc je me suis inspirée de la courbe du deuil, mais bon, comme dans le milieu du cancer, je veux pas parler de deuil, on veut parler le phénix, pour moi c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Et je trouve que c'est très parlant dans le cas d'un cancer, c'est qu'on même si on est la même personne avant, pendant et après, on reste comme moi j'ai toujours eu de l'humour, j'en avais avant, j'en ai eu pendant, et j'en aurai après, mais physiquement on est quand même différent. Donc au début de la courbe, la courbe commence avec le choc, donc ça représente le moment où de l'annonce. Ensuite il y a le déni, la peur, la colère. Ensuite en fait la courbe donc descend jusqu'à une dépression, parce que pour moi en fait quand j'étais en chimiothérapie, j'étais complètement en dépression quoi. C'est une dépression qui était provoquée par les produits.
Moi, j'ai pas une nature dépressive, mais j'étais tellement fatiguée que Et après, donc il y a une réelle remontée, donc que j'ai sentie à partir de l'année dernière, en fait, quand j'ai dessiné la courbe. Donc là, j'étais vraiment en remontée, donc avec l'activité sportive, retour au travail, puis voilà. Enfin, après jusqu'à la résilience, si on peut dire. Mais le dernier dessin de ma courbe, c'est la guérison. Parce que la guérison, c'est un mot qu'on n'utilise presque pas, donc ou jamais en fait dans le milieu du cancer. Donc moi j'ai envie d'y croire. En fait, j'ai envie de croire qu'un jour je vais être guérie. Justement, en parlant de résilience et de guérison, quel est le message que tu aurais aujourd'hui envie de faire passer ou de délivrer aux personnes qui t'écoutent, d'une part, là, en ce moment, mais aussi à toutes ces femmes qui on vient d'annoncer qu'elles ont un cancer du sein ou qui sont en train de le traverser? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Accrochez-vous parce que c'est dur. Il y a une lumière au bout du tunnel et essayez de vivre au jour le jour. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où on est vraiment au fond du trou, mais quelques jours après, ça revient, l'énergie revient, et puis faites-vous des petits plaisirs. Donc moi, quand j'ai traitement de chimio, je continuais de voir mes amis. J'ai sollicité tous les amis autour de moi, même ceux que je voyais peu, venir me voir. Je travaillais pas, ils venaient, ils m'accompagnaient en chimio. J'hésitais pas à demander de l'aide, parce que je pense que, moi-même, j'hésite pas à aider les gens autour de moi. Et j'étais à un moment où j'avais besoin pendant tout le temps où j'étais en chimio, j'avais des envies un peu comme les femmes enceintes. J'avais trop envie de manger des gâteaux carottes. Des gâteaux carottes et des tartes au citron. Je me suis fait plaisir. Donc en fait, quand j'étais pas près des jours où j'étais en chimio, donc peut-être 2-3 jours après, là je m'offrais une tarte au citron et puis mais sans meringue, j'aime pas ça. Et voilà, gâteau carottes parce que j'en mangeais dans mon enfance. Ok. À travers de Book Project et de tout ce que tu as fait depuis, est-ce que tu estimes que tu as réussi ce qui te tenait à cœur? Est-ce que j'ai réussi ce qui me tenait à cœur? En fait, mes films, donc ils vont être réalisés très bientôt. Donc, alors les premiers films qui ont été réalisés par ma belle-fille, donc Jeanne Picard de Pâle, c'est le tout début du projet. Mais là, il y a une quinzaine de films qui sont en cours, donc en pleine écriture, en recherche des scènes. Donc, je serais hyper contente quand mes films seront réalisés. Et là, je pense que j'aurai le sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand, de grandiose en tous les cas. Alors, quand tu me parles d'accomplir quelque chose de grand, Edith, d'après toi, quelle est ta mission de vie? Donc, comme je suis pleine reconversion professionnelle, plein questionnement et tout, donc j'ai commencé ma formation de patient partenaire et aussi une autre formation en communication digitale. Et en fait, mon but c'est pour développer mon Book Project. Donc, mon but c'est d'accompagner des femmes qui ont la même maladie que moi, mais d'une façon glamour et décalée. Voilà, leur transmettre un peu un message d'espoir et peut-être mon témoignage, parler de comment ça s'est passé, parce que c'est vrai que quand on arrive dans ce milieu, on démarre dans ce milieu, on sait pas à quoi s'attendre, quoi. Moi, en fait, même si ma mère, elle a vécu chimiothérapie, radiothérapie, concrètement, je l'avais jamais accompagnée, donc je savais pas comment ça se passait. Juste le fait de dire, quand t'es en chimiothérapie, on va t'installer un pack, tu vas être dans une chambre, peut-être seule ou avec d'autres personnes, tu seras avec des gens qui n'ont pas la même pathologie que toi forcément. Juste de donner des petits conseils, dire comment ça se passe, je pense que c'est rassurant. Oui, tout à fait. Je sais même plus c'est quoi ta question. Ma question, quelle est ta mission de vie aujourd'hui? De donner des conseils à toutes ces femmes qui viennent d'apprendre qu'elles ont un cancer du sein. Et tu vois, d'ailleurs, je dirais que c'est très très réussi. Pour regarder régulièrement tes publications sur Instagram ou Facebook, c'est vrai que tu décryptes au fur et à mesure toutes les étapes que l'on traverse quand on a un cancer du sein, du moment de l'annonce, du diagnostic, pendant les soins, à la fin, la rémission et la guérison. Et effectivement, tu mets vraiment le doigt sur les détails pratiques que l'on ignore, en fait, quand on commence à rentrer dans cette maladie. Et pour ma part, je trouve que c'est vraiment très utile et très instructif pour toutes les femmes qui sont confrontées à cette maladie.
Merci. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à penser que le cancer du sein, c'est un petit cancer qui se soigne bien, oui, ça se soigne aujourd'hui, mais c'est pas un petit cancer. Il n'y a pas de petit cancer d'ailleurs, et c'est vraiment le parcours du combattant, de la combattante. Parce que c'est vrai que là, ça fait déjà 2 ans que j'ai eu l'annonce, même un peu plus, presque 2 ans et demi, et ma reconstruction est toujours pas finie. Donc moi je m'attendais pas à ça. Quand j'ai eu l'annonce, moi je m'étais dit dans 1 an c'est bon, je suis sur la plage et je peux me promener seins nus. Et ben non, je peux me promener, on peut se promener seins nus, mais je veux dire ma reconstruction elle est pas du tout finie. Je pense que j'en ai encore pour presque 1 an avant que ce soit fini. Et effectivement, c'est bien que les femmes qui sont confrontées à cette épreuve le sachent, quel est à peu près le timing quand on a un cancer du sein, en sachant bien sûr que ça dépend des protocoles qui sont mis en place. Oui, puis ça dépend aussi si on est suivi dans le privé ou en public. Moi, je suis dans un hôpital, suivi dans un hôpital public, et c'est très important pour moi d'ailleurs. L'hôpital public, c'est un besoin essentiel. Et d'ailleurs, il faut protéger l'hôpital public, quoi. Alors, si tu devais donner 3 mots qui te définissent aujourd'hui, quels seraient-ils? Passionnée, hyperactive. Je l'ai toujours été, et je l'étais plus pendant un moment, mais je recommence à l'être. Libre et empathique. Alors maintenant, je vais te proposer un petit jeu où tu vas me répondre juste par un mot du tac au tac. Si tu étais une émotion, tu serais quoi? Une émotion, l'amour. Voilà, je sais pas s'il y a une émotion, non? L'amour. Ça en est une. L'objet dont tu ne te sépares jamais, jamais, jamais. J'avais une super couverture quand j'étais petite que j'adorais. Elle était rose. Je me rappelle encore elle était rose très très claire, délavée et en coton. Et alors moi j'ai vraiment une mémoire des matières, de mon goût de la mode en fait. Et je me rappelle de la texture. C'était en 100% coton, contrairement à celle de mon frère qui était en synthétique. Et je la frottais sur mon nez parce que le bord était très doux. Alors, c'était ma dernière question. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, soit sur tes projets à venir ou des choses qu'on n'a pas évoquées et qui te viennent maintenant, dont tu as envie de parler? Mes projets à venir, c'est la réalisation de mes films, donc je pense qu'on a tout dit. Par contre, on n'a pas fait les questions de vrai faux. Donc dont tu m'avais parlé hier. Alors on y va. D'accord. Et alors, donc effectivement, je t'avais demandé 4 situations qui appartiennent à ta vie, et en sachant que dans les 4 situations, il y a une situation qui est un mensonge, mais là, on va laisser nos auditeurs deviner quelle est la situation qui est un mensonge. On t'écoute, Edith. Alors, ma mère a donné mon numéro de téléphone à Céline Dion pour m'aider. D'accord. J'ai fait de l'effeuillage burlesque. De l'effeuillage burlesque. Ouais, la danse. D'accord. Et ma mère m'a envoyée à l'école avec des bigoudis dans les cheveux. D'accord. Et j'ai mon permis moto. D'accord. Donc, les auditeurs qui nous écoutaient, à vous de deviner laquelle de ces 4 affirmations est un mensonge. Donc, suite au prochain épisode. En tout cas, voilà. Pour ma part, je voulais te dire que je te remercie énormément de m'avoir consacré ce temps, de nous avoir consacré ce temps, à nous qui t'écoutons, que c'était vraiment un plaisir de partager avec toi, et j'espère à très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. À votre avis, sur les 4 propositions d'Edith, quel est le mensonge? Je vous invite à suivre les publications de SG Résilience sur Instagram et Facebook. Vous aurez la réponse dans quelques jours. À très vite. Je vous invite à découvrir le coaching de résilience et les prochains épisodes de Booste ta résilience sur mon site web sgresilience.eu. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le liker ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. À bientôt.